Pourquoi une structure financière aux États-Unis d'Amérique, pour les Africains et par les Africains, est-elle une nécessité? La réponse, juste après ça. Si c'est votre première fois par ici, soyez les bienvenus, vous êtes bel et bien dans Sosten Talk Show. N'oubliez pas de souscrire à cette chaîne et surtout d'appuyer sur la clochette de notification pour ne rien rater des contenus hebdomadaires que nous mettons en ligne. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue à tous. À la fin de la guerre de sécession et avec l'abolition de l'esclavage, l'administration Lincoln a essayé de mettre en place une politique et des lois pour permettre aux Noirs d'avoir un accès beaucoup plus facile aux propriétés et surtout aux terres. Malheureusement, avec son assassinat et à l'avènement de son successeur, le président Johnson, toutes ces politiques et ces lois ont été simplement abrogées. Les Noirs se sont donc retrouvés avec la création d'une banque, la Freeman Saving and Trust, qui avait pour principe d'être une banque commerciale. Paradoxalement, cette banque qui avait pour vocation d'être une banque commerciale avait inscrit dans ses statuts en blanc et noir qu'elle ne pouvait accorder de ligne de crédit à ses clients qui étaient des Noirs. Et donc, elle recevait l'épargne de ses clients noirs, utilisait l'épargne justement de ses clients dans des investissements très risqués. Ce qui, à la longue, va entraîner la faillite de cette banque avec la perte de plus de la moitié de l'épargne de ses principaux clients qui étaient des Noirs. Mais, Call of Money, le livre que je viens de citer, l'a montré, personne n'a été poursuivi dans cette affaire. Plus tard, dans les années 1930-1940, avec la politique de New Deal de Roosevelt, l'Amérique va connaître ce qu'on a appelé à l'époque la naissance de la classe moyenne. Et donc, une certaine liberté va être accordée aux banques pour pouvoir donner des lignes de crédit assez importantes à ses clients. Mais on s'est rendu compte à la longue que ceux qui avaient le plus accès à ces lignes de crédit étaient justement les membres de la communauté blanche. Ce qui va entraîner la naissance des quartiers très huppés, habités par la classe moyenne à dominance blanche, et à côté, la naissance et la création des ghettos pauvres noirs. Il aura fallu attendre l'avènement de Nixon pour assister justement à ce qu'il a appelé à l'époque la politique du black capitalisme. Cette politique qui était justement censée encourager l'entrepreneuriat noir, mais aussi encourager les big corporations à pouvoir financer et encourager les entrepreneurs noirs. Et cette politique va donc conduire à l'avènement des lois contre la discrimination financière et bancaire. Malheureusement, la crise financière et boursière de 2008 va montrer que malgré l'existence aujourd'hui des lois antidiscriminatoires sur le plan financier, bancaire et économique vis-à-vis des Noirs, eh bien, les banques dans leur pratique quotidienne continuent justement par être discriminatrices. Justement, les enquêtes vont démontrer avec cette crise financière de 2008 que la plupart des subprime credits, ces crédits toxiques, ont été déversés en grande quantité dans des communautés noires. Et les auditions même vont montrer que même la Réserve fédérale américaine, à un moment donné, surtout au début des années 2000, a été au courant de cette pratique et au lieu de l'arrêter, a simplement laissé faire. Ce qui va faire qu'en 2008, lorsque la crise va éclater, ceux qui vont perdre leur maison, vont perdre leurs biens et vont se retrouver dans des situations encore beaucoup plus difficiles sur le plan financier et économique, vont se retrouver en grande partie dans des quartiers, dans des villes, dans des zones à majorité habitées par des Noirs. Et donc, on comprend aisément que cette pratique de discrimination financière et surtout bancaire fait quelque part partie du fonctionnement même de cette société.
Et c'est ça qui va pousser la plupart des personnes membres des communautés étrangères mexicaines, asiatiques, européennes et consorts à très rapidement créer leurs propres institutions financières, que ce soit des banques, que ce soit des credit unions, pour pouvoir trouver des solutions et parer justement à ce type de discrimination. On va même assister à la création de beaucoup de banques propres aux Noirs. Mais, et c'est là le hic, lorsqu'on s'intéresse à la plupart de ces banques qui, de toute apparence, appartiennent aux Noirs, lorsqu'on s'intéresse de près à ces banques, on se rend compte que leurs compagnies mères ne sont tout autres que ces banques qu'elles sont censées fuir. Malheureusement, si beaucoup de communautés aujourd'hui aux États-Unis ont leurs propres institutions financières qui leur permettent justement de pouvoir s'autofinancer, de financer leurs propres projets, la communauté africaine vivant ici aux États-Unis n'en a aucune. Non pas que des initiatives dans ce sens aient manqué, non pas que des personnes aient essayé justement de créer des structures de ce genre pour pouvoir renforcer la cohésion de la communauté, mais tout simplement parce que il n'y a pas eu de soutien nécessaire pour pouvoir pousser ces projets, pour dépasser justement l'étape de l'idée pour pouvoir se matérialiser. La communauté africaine aux États-Unis aujourd'hui est estimée à près de 3,7 millions d'individus. Et ces 3,7 millions d'individus possèdent un pouvoir d'achat estimé à 40,3 milliards de dollars américains. Nous payons autour de 10 voire 16 milliards de taxes annuellement au gouvernement fédéral et nous dépensons autour de 10 à 16 milliards de dollars annuellement dans des frais bancaires. Mais, comme je l'ai dit tantôt, nous ne possédons aucune structure financière propre à nous qui peut répondre justement à nos besoins, à nos attentes, en tenant compte justement de notre bagage extraculturel. C'est donc dans ce climat qu'un projet très novateur de création d'une institution financière exclusivement africaine, destinée aux Africains, dirigée et pilotée par des Africains, sous, bien sûr, la supervision du gouvernement fédéral, a vu le jour. Et donc, dans les jours à venir, nous aurons l'opportunité et la chance de nous entretenir avec ceux qui sont au devant de cette initiative et qui pilotent cette initiative pour qu'ils puissent nous expliquer les fondements justement d'un credit union, la nécessité et surtout l'atout pour nous, la diaspora africaine, d'avoir un credit union, mais aussi de répondre aux différentes inquiétudes, interrogations des uns et des autres. Dans l'une de mes vidéos extérieures, je lui disais que nous constituons aujourd'hui une génération d'Africains vivant à l'extérieur qui avons l'opportunité et la chance de faire évoluer les choses dans le sens positif. Au-delà de nos divergences, de nos divisions, de nos antagonismes sur le plan politique idéologique, nous faisons face, dans notre immense majorité, aux mêmes challenges, aux mêmes défis sur le plan financier, économique et social. Nous devons commencer par réfléchir, non plus en termes d'aujourd'hui, mais beaucoup plus en termes de perspective et surtout de la génération à venir. Rien n'est tout à fait blanc, rien n'est tout à fait noir. Offrons au monde le meilleur de nous-mêmes et marchons toujours la tête haute. En tant qu'Africains, nous avons une histoire, nous avons un avenir, mais surtout, demain est à nous si nous travaillons bien sur aujourd'hui. Je suis Sostène Oumé, très ravi d'avoir partagé ces quelques instants avec vous. Rendez-vous pris la semaine prochaine. Portez-vous tous très très bien. Si tu n'as pas encore souscrit à cette chaîne, vas-y, souscris. Appuie sur le bouton de souscription et aussi sur la cloche de notification pour ne rien rater. À très bientôt.